beaucoup de l'invitation. Je vais être peut-être un peu plus empirique que certaines des présentations de ce matin dans ma casquette de sociologue. En fait, je vais m'intéresser à des aspects des débats éthiques qui porte aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, avec l'idée de montrer que si on prend en compte jusqu'au bout la structure sociale sous-jacente, c'est plus complexe de ce que ça en a l'air à première vue. Mais donc, je commence par un exemple, une histoire d'ailleurs assez ludique, celle du soi-disant premier concours de beauté jugé par des IA en 2016. Et donc, la grosse polémique a éclaté lorsqu'il a été noté que dans quasiment toutes les catégories groupes faits par genre et âge, les gagnants, ils avaient quasiment tous la peau claire. Et puis donc, il n'y a peut-être pas que la peau, il y a aussi le genre masculin, donc une étude assez connue d'ailleurs de 2018 qui a montré que dans les algorithmes de classification en commerce actuellement, en fait, le petit pourcentage d'erreurs, c'est pour des hommes à la peau claire et le plus élevé avec des femmes à la peau foncée. Bon, là, vous me direz, Paola, si c'est pour juger des concours de beauté, à la limite, c'est pas grave, n'est-ce pas? Mais en fait, il y a des conséquences réelles ou potentielles plus importantes si on pense à d'autres applications possibles de ces algorithmes. Et alors, on a peut-être tous en tête ici les polémiques autour de la police prédictive, des algorithmes de police prédictive utilisés aux États-Unis, qui donc attribueraient aux personnes noires des probabilités de commettre des crimes beaucoup plus élevées. On a aussi en tête les discussions sur les algorithmes de recrutement des personnes pour un emploi qui discrimineraient d'une manière ou d'une autre les femmes. On peut penser aussi à des applications dans le champ médical. Si en dermatologie, la peau blanche est mieux détectée qu'une peau noire, peut-être il va y avoir des erreurs de diagnostic qui peuvent avoir des répercussions, etc., etc. Et là, je ne peux pas éviter de citer l'histoire assez connue d'ImageNet Roulette. C'était une initiative de la chercheuse Kate Crawford de Microsoft Research et d'un artiste, Trevor Paglen, en 2019, qui ont créé une app pour le téléphone portable visant à alerter les usagers des risques de la classification par machine learning. Donc, juste pour clarté, je parle d'IA me référant spécifiquement au machine learning et à l'IA qui se pratique essentiellement aujourd'hui. Donc, les deux auteurs d'ImageNet Roulette avaient utilisé ImageNet, que vous connaissez sans doute. Ça a été l'une des premières grosses bases de données d'images développées il y a une dizaine d'années et qui a été assez crucial, en fait, pour les premiers gros succès du deep learning. Et donc, cette initiative de Crawford et Paglen consistait à prendre la sous-catégorie d'images d'ImageNet qui concernait des personnes, entraîner l'algorithme de leur app sur ces images-là, et puis proposer à tout un chacun de se prendre en selfie et se faire catégoriser par les catégories originales d'ImageNet. Et bon, l'intention était de choquer, parce que dans ces catégories originales, il y avait des choses pas forcément sympathiques, on va dire, et beaucoup de gens s'y sont vus attribuer des catégories pas forcément hyper désirables. Donc, si l'objectif était de choquer, c'était bien réussi. D'autant plus que la app était devenue virale en l'espace très rapidement, en quelques heures. Et donc, évidemment, l'objectif était d'alerter au risque, en fait, des classifications a priori basées sur des catégorisations qui peuvent être inhérentes à la conception des bases de données. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une personne
comment on peut catégoriser les personnes, quelle image on peut associer à des catégories qui existent quand même dans notre langage, comme voleurs, prostituées ou ce que vous voulez. Comment on les associe? Est-ce qu'on peut les associer ou est-ce qu'on ne fait que reproduire finalement des stéréotypes ou quelque part des rapports de pouvoir hérités du passé qui vont pénaliser, que ce soit les femmes, les minorités, etc., etc. Alors, bon, bien sûr, la recherche, elle n'est pas restée sans réagir face à ces polémiques. Et là, beaucoup de travail est fait, fort heureusement d'ailleurs, pour développer des algorithmes qui soient fairs, donc qui, par exemple, arrivent à ignorer l'effet de certaines variables sensibles ou au moins le limiter. C'est aussi très intéressant tout ce qui se fait dans le domaine de l'interprétabilité, l'explicabilité, la causalité. C'est pas tout à fait motivé, enfin pas complètement motivé par une exigence éthique, mais les résultats vont quand même dans le bon sens, puisque au moins on peut distinguer que certaines associations, elle n'est pas forcément liée, elle n'est pas forcément causale, et donc on ne va pas tirer des conclusions erronées d'un résultat algorithmique. Donc tout cela est très très bien, mais ce que je veux dire là, c'est que c'est insuffisant. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, avec une solution qui est basée sur l'amélioration des algorithmes, on ne tient quand même pas compte de tout l'environnement, toute la structure sociale, économique et politique qui est autour, qui bouge et qui fait en sorte que les catégories elles-mêmes, elles évoluent tout le temps. Et donc, on a du mal, en fait, à capturer, à saisir ces processus-là qui doivent être appréhendés d'une manière différente. Et ce que je vais essayer de faire, en fait, dans la suite de ma présentation, c'est de montrer qu'il est quand même important de s'intéresser à tout le processus de production de l'IA, que je conçois quelque part là comme si c'était du textile ou des chaussures, enfin une marchandise qui doit être produite et qui a donc toute une structure derrière pour arriver au résultat, pour arriver au produit. C'est donc une chaîne qui implique plusieurs acteurs, que cette chaîne a une influence sur les résultats. Donc, bon, je n'apprends rien à personne, je pense, si je rappelle le fonctionnement d'une manière très très basique des algorithmes de machine learning. Peut-être Michel aura de quoi me corriger, mais bon, en allant à l'essentiel, en fait, le principe des algorithmes d'IA d'aujourd'hui, c'est que plutôt qu'être basés sur des règles, ils sont basés sur des grandes masses de données qui alimentent l'algorithme. Ces données doivent être généralement enrichies, annotées, améliorées pour faire fonctionner l'algorithme. Une fois qu'il a été entraîné, mis en œuvre, testé, etc., il faut vérifier ses résultats pour voir s'il fait bien ce qu'il est censé faire et parfois corriger, améliorer si besoin. Et ce que je vais vous dire et ce que je vais essayer de montrer, c'est qu'à tous ces stades, il y a des humains qui interviennent pour aider ces processus. Et je ne vais pas parler en une seconde de certains humains que vous avez tous certainement en tête, qui vont être les ingénieurs, les informaticiens, les concepteurs des systèmes, qui clairement sont là, mais je vais parler des gens qui font du travail beaucoup plus terre-terre, en fait, beaucoup plus humble, mais tout de même nécessaire. Et donc, ce que je vais, comme ça, ce sera sans surprise, hein, là où je vais en venir. Ce que je vais essayer de montrer, c'est que les conditions de travail de ces personnes sont souvent problématiques. Et je vais expliquer ce que j'entends par problématique, et que ces problèmes vont se répercuter en fait sur toute la chaîne et sur les résultats. C'est donc pour cela qu'au-delà et en plus d'améliorer les algorithmes, il faut aussi tout un travail de prise en compte, en fait, de mise en transparence de cette structure sociale et productive qui est derrière, parce que, comme je le disais, si l'IA était du textile, si l'IA était des chaussures, elle ne serait pas seulement éthique si elle ne discrimine pas, mais aussi si ces usines ne brûlent pas au Bangladesh en tuant des ouvriers. Voilà, pour faire une métaphore. Donc, dans mon propos, je ne vais pas m'étendre sur les
les détails des données, etc. Mais je vais quand même mentionner que je vais utiliser quelques données dans un projet de recherche qui est en cours aujourd'hui, auquel je travaille avec ma collègue Juana Torres, qui est dans la salle, et qui s'appelle TRIA, le travail de l'intelligence artificielle, et qui s'intéresse en fait aux formes que prend ce travail dans le monde hispanophone. Je vais expliquer dans quelques minutes pourquoi ce contexte-là. Et je vais illustrer mes propos avec l'exemple des algorithmes de reconnaissance faciale qui sont ceux qui se lient le plus de manière assez évidente aux questions de discrimination, des biais que j'ai évoqués tout à l'heure. Et donc, en reprenant mon petit schéma, si la première étape est de générer des données, déjà d'où viennent les données qui servent à alimenter les algorithmes de reconnaissance faciale, qui servent à apprendre aux ordinateurs à reconnaître des visages. Il y a des bases de données librement disponibles des différentes sources, mais ce sont souvent des données assez standardisées qui peut-être ne sont pas très variées en termes de groupements qu'ils représentent, qui ne sont peut-être pas suffisantes, surtout qu'aujourd'hui, les technologies des pointes ont besoin d'un niveau de détail, de finesse très important. Et donc, les entreprises d'IA, les producteurs, ce qu'ils font, c'est bien souvent de recruter des personnes et de leur demander de se prendre en photo, de se prendre en selfie pour ajouter des éléments à leur collection. Et donc, il s'agit par exemple, demander à des gens de se prendre en photo à la fois en statique et en vidéo, ou bien d'uploader des photos anciennes pour reconstituer l'histoire d'une personne dans le temps, ou bien de se prendre en photo avec des conditions particulières, une certaine coiffure, ou je sais pas, avec lunettes sans lunettes, avec masque sans masque, etc., etc. Et il y a donc bien des personnes, et assez nombreuses, puisque ces bases de données, elles n'ont de la valeur que si elles sont grandes, qui acceptent de se faire payer pour mettre à disposition leur visage pour ce type de recherche. Alors, les cas que je mentionne ici, ils sont tous issus de mon terrain. Ce n'est pas du tout un phénomène marginal, c'est au contraire assez répandu. Et puis bon, en général, les données brutes, donc ces photos de visage comme ça, elles ne suffisent pas. La plupart des algorithmes dits supervisés vont avoir besoin d'enrichissement. Par exemple, pour apprendre un ordinateur à reconnaître sur un visage là où sont les yeux, ou le nez, la bouche, etc., les points marquants. Donc là, ce que j'ai mis, c'est deux exemples types d'annotation assez couramment utilisés dans l'industrie. La landmark annotation, qui est celle de droite, et de gauche, pardon, et la segmentation sémantique de droite, qui sont des manières différentes d'annoter les visages. Et les entreprises qui fournissent ces services, donc là vous avez une citation, c'est vain non seulement d'avoir les outils techniques pour faire cela, pour produire ce type d'annotation, mais aussi la force de travail humaine. Celle que je cite là, elle parle de plus d'1 million de contributeurs, partout dans le monde d'ailleurs, ce qui veut dire qu'il y a quand même des masses, beaucoup de travailleurs qui vont avoir accès aux données pour les annoter. Et donc, pour revenir au cas d'ImageNet, donc la base de données que j'ai mentionnée tout à l'heure à propos d'ImageNet Roulette, cette base de données, constituée il y a une dizaine d'années, elle a été effectivement annotée à la main par des travailleurs qui ont pu faire les travaux en un temps relativement court. À l'époque, les annotations qu'ils utilisaient, elles étaient quand même un peu plus simples. Il s'agissait essentiellement d'étiqueter les images, les associer à des catégories. Et puis donc, étape suivante de notre algorithme, donc une fois qu'on lui a donné des données de départ, qu'on les a enrichies, annotées, bon, on peut développer notre algorithme, il fait son boulot, on le teste, il fonctionne, on le met à l'œuvre. Il faut bien, de temps en temps, vérifier les résultats. Est-ce qu'il fait bien ce qu'il est censé faire? Si, par exemple, il s'agit de faire des reconnaissances, donc associer
une photo d'une personne qui se prend en selfie avec la photo sur son document d'identité, dans toutes les vérifications d'identité où cela est demandé, est-ce que c'est fait correctement ou pas. Et là, il y a du travail de vérification qui est au moins partiellement fait à la main et qui constitue une partie assez inévitable de l'intervention humaine et qui va rester même lorsque les algos ils seront plus développés qu'au stade actuel, puisque les données vont évoluer, les algorithmes aussi, donc ils vont produire de nouveaux résultats. Il faudra toujours s'assurer qu'ils sont bons, en fait. Donc, juste pour prendre un exemple un peu concret de ce que je viens de dire, Uber en France en 2019 a demandé à ses livreurs et chauffeurs de fournir une photo d'eux-mêmes, un selfie, pour le comparer avec leur photo, enfin la photo sur le document d'identité. Donc c'était une manière de lutter contre la fraude, s'assurer que la personne qui réalise la prestation est bien le titulaire du compte. Donc, qui fait la vérification? Les travailleurs d'Uber ont le choix entre vérification automatisée par logiciel, vérification manuelle, donc faite par des humains, mais aussi à chaque fois que le logiciel échoue, du coup ça va passer à des humains qui vont contrôler à la main. Et donc juste pour donner un peu de sens concret à cet exemple-là, je voudrais prendre une histoire qui se trouve dans le très beau livre de Mary Gray et Siddhar Suri, Ghost Work, de 2019, qui raconte l'histoire suivante. Donc, il y a Emily qui commande une course Uber à Chicago et Sam, qui est un chauffeur de Chicago, qui, lui, il prend la commande. À ce moment-là, Uber lui demande une vérification d'identité, donc lui, il se prend en selfie, mais il se trouve que Sam vient de se couper la barbe, et donc le logiciel ne le reconnaît pas, parce qu'il ne ressemble pas à sa photo. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dans des cas comme ça, Uber a un sous-traitant qui, à l'époque des faits, s'appelait Crowdflower. C'est une grosse plateforme spécialisée dans ce genre de choses qui a été ensuite rachetée par une multinationale australienne qui s'appelle Appen. Donc, Crowdflower a une plateforme pour recruter des travailleurs qui font ce genre de choses. Qui se connecte à la plateforme en ce moment, c'est Ayesha, donc c'est une fille qui se trouve chez elle à Hyderabad, en Inde, qui voit la tâche. Elle reconnaît bien avec son intuition humaine que la personne de la photo est bien la personne du document d'identité, donc elle dit oui, et l'information est passée à Uber qui, lui, autorise la course. Tout ça, ça se passe dans l'espace de quelques minutes, évidemment. Et donc, du coup, j'ai parlé de travail humain, mais comment ça se passe? Un peu en pratique. Et là, je vais reprendre l'exemple que je viens de citer de Ayesha, Emily et Sam pour parler des conditions d'organisation de ce travail. C'est en fait le modèle de la plateforme de la plateforme au sens économique, de marché intermédiaire dans un marché biface, qui permet cet appariement des contributeurs comme Ayesha en Inde et des clients comme Uber dans ce cas à la demande. Sans aucun engagement de long terme, Ayesha, elle n'est pas employée de Uber, elle réalise juste une prestation et elle est payée que pour cette prestation, donc paiement en général à la pièce. Et tout cela ne fonctionne, donc quand on parle de grandes masses de données, ne fonctionne que si des grandes masses de contributeurs sont mis à l'œuvre simultanément. C'est ce qu'on appelle souvent dans la littérature en informatique du crowdworking, du travail de la foule. Alors là, je ne peux pas ne pas citer Amazon Mechanical Turk parce que ça a été la plateforme qui a la première popularisé ce genre de concept. Alors évidemment, ça vient de Amazon, ce qui explique le fait qu'elle soit aussi connue, mais aussi la manière très ironique avec laquelle ça a été appelé par Amazon lui-même artificial intelligence, de l'intelligence artificielle, à son tour artificielle, parce qu'en fait, c'est fait à la main. Et d'ailleurs, c'est sur Mechanical Turk que les images d'ImageNet, que j'ai évoquées déjà 2 fois, avaient été annotées autour de 2010. C'est grâce à une plateforme que la créatrice d'ImageNet a eu à sa disposition 50 000 personnes
pour annoter 14 millions d'images. C'est assez intéressant. Elle avait fait le calcul. Au début, elle avait pensé de confier le travail à deux de ses assistants et elle avait calculé que de cette manière-là, ils auraient eu besoin de travailler à plein temps sur ce projet pendant 19 ans. Donc, on ne serait pas là aujourd'hui à parler d'intelligence artificielle si elle en était restée là, mais avec Mechanical Turk, elle a eu accès à la foule qui lui a permis, en un temps très court, de s'en sortir. Et en même temps, je ne veux pas m'arrêter sur Mechanical Turk, sur lequel porte beaucoup de la littérature qui s'est intéressée à ces questions, parce qu'en fait, c'est une plateforme américaine où 3/4 des travailleurs sont des Américains. En fait, c'est plus compliqué que cela. Je vais le montrer dans un instant en parlant d'externalisation, c'est-à-dire que les plateformes, en général, permettent d'étendre la masse des travailleurs à l'échelle globale. C'est pour cela que j'ai fait l'exemple d'Ayesha, travailleuse indienne, qui prend une tâche qui s'origine en fait d'un problème d'identification aux États-Unis. Et il n'y a pas que l'Inde, il y a d'autres pays dont je vais parler. Ce qui fait d'ailleurs que se crée une offre de travail massive, un excès d'offres même de travail, qui tire vers les bas les rémunérations. Alors, ce que vous voyez dans le petit tableau que j'ai mis dans cette diapo, c'est juste un échantillon d'une dizaine de tâches que j'ai prises de la plateforme microworkers.com il y a une semaine. Et vous voyez que c'est toutes des tâches qui durent moins de 10 minutes et qui sont payées chacune entre 5 et 10 centimes de dollars. Et donc, avant de passer à autre chose, je dois quand même mentionner cette histoire-là parce qu'elle est intéressante. Ça, c'est une plateforme d'origine indienne et j'ai trouvé très intéressante la manière dont sur leur site web, ils se représentent les clients et les travailleurs. Si on pense à ces questions de peau claire, peau foncée, qui fait quoi, quel type d'inégalité planétaire entre en jeu, il n'y a rien de plus clair que les images sur leur site web. Mais du coup, je voudrais passer à rentrer un peu plus dans ces questions des mises au travail des foules au niveau planétaire en parlant d'un inconnu qui est dans toute cette histoire, qui est le Venezuela. Alors, j'avais promis à Étienne que j'allais aborder quelque chose d'exotique, et ben voilà. Le Venezuela, pourquoi ? C'est un pays qui est frappé par une crise économique et politique énorme depuis quelques années. Le taux d'inflation avoisine les 3000% en mai 2021. Le taux de pauvreté, ça concerne quasiment toute la population. L'émigration est forte depuis quelques années. Ça n'a été freiné que par l'épidémie de Covid-19. Et alors, du coup, ce n'est pas surprenant de trouver, et c'est depuis quelques années, c'est documenté sur toutes les plateformes internationales qui font faire ce type de tâches, un afflux massif de Vénézuéliens. Parce que vous voyez, quand le salaire mensuel type est de $3, passer 10 minutes pour gagner 10 centimes, ça ne devient pas si inintéressant que ça, dans ces conditions. Et c'est cela qui explique en fait cette arrivée en masse. Alors, c'est une arrivée qui est pas sans conséquence. Ça crée un besoin ça crée une concurrence très forte et donc un besoin de développer des capacités à survivre réellement. En général, par exemple, là j'ai mis quelques témoignages d'enquêtés de notre étude. Donc, justement, c'est pour ça qu'on s'est concentré sur le monde hispanophone et l'Amérique latine. C'était le rôle du Venezuela en particulier qui nous intéressait. Mais donc, du coup, comme les tâches, elles ne sont pas attribuées à une personne en particulier, sont juste lancées en général au premier venu, peut-être avec certaines catégories d'accès. Du coup, pour ne pas les perdre, en fait, il faut apprendre à travailler hyper vite. Et ces travailleurs ont tous développé des stratégies pour accélérer leur capacité à réaliser des tâches et donc à être payés. C'est clair que les besoins que ce travail sur les plateformes doit satisfaire sont même des besoins primaires, se nourrir en premier. Il y a des personnes qui vivent de cela au Venezuela.
Et donc, ça fait que même des tâches très mal payées, elles finissent par être prises. Et donc, ça, c'est l'un des facteurs qui tire vers les bas les rémunérations. Et évidemment, les travailleurs et travailleuses des autres pays ne sont pas contents. Ce qui crée donc aussi des tensions, en fait, entre les travailleurs eux-mêmes. Et c'est un point que je voulais souligner, parce que si on se limite, comme le fait une partie de la littérature, et je l'ai dit avant, à étudier Mechanical Turk, où c'est que des Américains qui font généralement cela comme un complément de revenu, on ne voit pas ce type de dynamique. Il faut rentrer dans ce type de pays pour voir à quel point ça peut être différent et compliqué. Et puis d'ailleurs, c'est bien pour cela qu'on trouve des personnes disposées à mettre à disposition, à se faire payer, même très peu, pour mettre à disposition des données très personnelles comme leur visage. Notre visage, c'est notre empreinte faciale unique à chacun d'entre nous. C'est plus facile de trouver quelqu'un de disposé à faire cela dans ces contextes-là. Il y a aussi des histoires, des théories qui se répandent et qui, au début, nous avaient beaucoup étonnés. Une théorie qu'on a entendue autant des managers des plateformes que de certains travailleurs, dont une Vénézuélienne résidant en Espagne, c'est que les Vénézuéliens, ils ne sont pas bons, ils ne travaillent pas bien. Ce qui nous étonnait beaucoup, parce qu'en plus, au moins dans notre enquête, ils sont tous surdiplômés. Et diplômés d'ailleurs en ingénierie, en informatique, ils doivent s'y connaître quand même. Et donc, on s'est mis vraiment à chercher qu'est-ce que c'est que cette histoire. Et alors, une partie de l'explication, ça réside dans des infrastructures très mauvaises, coupure des courants tout le temps, Internet lent. Nous-mêmes, on a fait des entretiens à distance et plein des fois, on a dû reprogrammer parce que la personne n'avait pas d'accès. Il y a leurs équipements, ils sont souvent vieux. Il y en a quelques-uns qui n'ont même pas d'ordinateur, qu'un téléphone, mais on ne peut pas faire toutes les tâches sur un téléphone, donc parfois ça ne marche pas bien. Ils ont aussi des stratégies, il y en a pas mal qui travaillent la nuit ou le matin très tôt, parce qu'à ces moments-là, il y a moins de gens connectés, donc la connexion est un peu moins lente. Enfin, c'est quand même très compliqué. Et puis, une autre raison, au-delà des problèmes d'infrastructure, c'est que les besoins poussent, je ne veux pas dire à la tricherie, mais enfin à des stratégies de contournement des limites qu'imposent les plateformes. Il y a par exemple des tâches qui ne sont pas ouvertes à tous les pays pour des raisons de différents ordres. Ça peut être pour avoir assez de variété, pour des raisons linguistiques, tout ce que vous voulez. Et en fait, donc, il faut trouver une manière d'y avoir accès quand même, parce que sinon, on a moins de travail à faire et donc moins de revenus. Il y a des solutions qui sont mises en place collectivement pour se partager des informations, pour se partager parfois des liens vers des tâches, mais ça va peut-être contre la volonté du client qui veut que ce soit certains types de personnes à faire les tâches et pas toutes. C'est passer des informations type attention, alors là et là, il contrôle bien le résultat de votre tâche, donc faites attention à les faire bien. Là, il ne contrôle pas, donc faites ce que vous voulez, ce qui évidemment nuit à la qualité des résultats. Le fait même de faire des tâches ensemble, de se partager des comptes, ou même d'avoir 2 comptes dans la même maison, ça peut paraître innocent, mais en fait, c'est assez compliqué parce que ça va complètement faire sauter le système de réputation de la plateforme. Donc, qui est-ce qui fait la tâche finalement? Est-ce que c'est le titulaire du compte, quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il va la faire bien ou pas bien? Enfin, c'est très compliqué. Et donc, ce qu'on constate, en fait, c'est une sorte de lutte permanente avec une solidarité qui se met en place et qui est très intéressante, à la fois hors ligne, dans les foyers, dans le voisinage, entre les gens, puisque comme de toute façon, ils sont tellement nombreux à être sur les plateformes, tout le monde est au courant, tout le monde sait ce que c'est. Mais aussi en ligne, ils ont des groupes Telegram, WhatsApp, Facebook, et tout ce que vous voulez. Et en même temps, le fait que tout cela se pose, donc ça crée une solidarité, une collaboration, mais en même temps une tension avec les plateformes qui essaient de limiter en fait tout ce qui va à l'encontre de leurs règles. Et donc j'en viens à ma discussion et mes conclusions. Alors je voudrais quand même d'abord
faire un petit point sur un sujet que je n'ai pas trop abordé explicitement jusque-là, mais beaucoup des choses que j'ai dites nous y amènent, qui est tout ce qui a trait au traitement de données personnelles. Il y a de la fourniture des données personnelles lorsque les gens se prennent en photo pour se faire... pour donner de l'information aux algos de reconnaissance faciale. Il y a du traitement de données personnelles lorsque d'autres travailleurs vont annoter les images d'autres, que ce soit des travailleurs eux-mêmes ou des images issues d'autres sources. Et c'est très compliqué. C'est le titre que j'ai donné à cette diapo, que vont-ils faire avec mon visage, c'était en fait une phrase d'un interviewé qui s'est posé cette question. En fait, c'est assez compliqué à la fois de mettre à disposition ces données personnelles, et même si beaucoup des plateformes et d'entreprises clientes, si elles sont européennes, elles sont toutes obligées d'appliquer le RGPD, elles le font. Mais sur le papier et en pratique, c'est pas forcément la même chose. Si on a un souci, on s'adresse à qui? Comment on peut évoquer son consentement alors que les données sont déjà entrées en production? Enfin bref, en pratique, c'est compliqué. Et même quand on est en train de traiter les données personnelles d'autrui, ça peut générer une sorte de perte d'essence parce qu'on peut se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis vraiment en train, comme les plateformes le prétendent, d'aider le progrès technologique, ou bien c'est juste de l'intrusion dans la vie privée d'autrui? C'est donc des choses qui restent pas claires dans l'esprit des gens. Et puis, bon, un deuxième point, j'en ai juste 3 et j'arrive à la fin. Un deuxième point, c'est vraiment l'importance de réfléchir à ces moteurs humains de la production de l'IA qui est complètement invisibilisé. Les professionnels, ils savent très bien que tout cela existe et ils le valorisent. Si vous prenez la façon dont les plateformes vendent leurs services aux entreprises, aux producteurs d'IA, c'est très clair, c'est très explicite. L'humain dans la boucle, c'est une expression de l'industrie, mais en même temps, ça reste caché au grand public et même les professionnels continuent quand même pas mal de ne pas faire attention aux vraies conditions de travail qu'il y a derrière. Ils savent bien qu'il y a des humains derrière, mais après, ils sont payés combien, comment ça se passe. C'est quelque chose qui est ignoré et c'est donc très important, je pense, de lever les voiles, surtout sur cette économie du besoin financier, la mise au travail des pays comme le Venezuela, le rapport des pouvoirs entre travailleurs et plateformes, les formes de concurrence, mais aussi de collaboration qui s'instaurent entre travailleurs. Et puis, donc là, je conclus en réitérant ce que j'ai dit au début, qui est la question, comment voir la question de l'éthique au-delà de ce qui est déjà fait et qui est très bien. Je pense qu'il y a un élément qui manque dans la plupart des réflexions d'éthique liées à l'intelligence artificielle, liées aux algorithmes, qui est tout ce qui a trait à ce qu'il y a derrière, à la production plutôt que le déploiement de l'intelligence artificielle, et donc le besoin de s'interroger sur les conditions des productions et comment les rendre éthiques pour que le résultat final soit lui aussi éthique. Et donc, comme j'avais promis, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va prendre quelques questions. Mais moi, je vais peut-être commencer par une question directe. J'ai l'impression que ça fait quelques années qu'on parle de ça. Je sais que j'avais aussi travaillé sur ce sujet. On avait proposé, par exemple, un dialogue social de chaîne de valeur, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé du coup là-dessus? Est-ce qu'il y a des avancées politiques depuis ces constats? Est-ce qu'il y a eu une sorte de commerce équitable de l'IA circuit court? Est-ce qu'il y a eu des dialogues sociaux? Je sais qu'il y a eu des constitutions de forces presque syndicales ou proto-syndicales de plus en plus sur ces questions. Et ce serait quoi les grandes avancées pour vous qui se sont passées ces dernières années? Oui, merci, c'est une très bonne question. Moi, je trouve qu'il y a un développement qui est très bien, qui est qu'aujourd'hui, certaines entreprises se sont données des chartes, entreprises de crowdworking, donc qui font vraiment du recrutement du personnel, se sont données des chartes éthiques, donc conditions de travail équitables, etc. C'est pas la majorité, mais il y en a quand même quelques-unes et ça se répand, ce qui est
quand même une très bonne chose. Il faudrait qu'il y ait sans doute plus de cohérence et plus de participation à tout cela. Mais c'est bon, c'est un premier pas en avant. Par exemple, toutes les plateformes allemandes, et l'Allemagne en a beaucoup, elles ont signé une charte éthique unique, ce qui est bien. Et puis, il y a eu les initiatives plus poussées ont été celles qui ont été développées autour de Mechanical Turk aux États-Unis. Et là, ça fait déjà un moment. Ça fait déjà depuis le début des années 2010. Et ça a fonctionné plutôt pas mal parce qu'eux, ils ont pu effectivement être écoutés, avoir une visibilité, avoir des forums en ligne où discuter ou échanger, ce qui manque ailleurs. Ce qui est la prochaine étape, c'est vraiment d'intégrer tous les travailleurs qui sont en fait dans les pays les moins favorisés. Donc les Vénézuéliens, les Indiens, le Madagascar, qui est aussi un pays sur lequel des membres de mon équipe sont déçus en ces moments. Eux, ils sont beaucoup moins intégrés dans ces efforts d'amélioration qui commencent à être entrepris. Donc pour moi, c'est la prochaine étape, en fait.